Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode de Trekking Storia. Salut Cyril, comment ça va? Eh bien, écoute, moult bien, moyennement confiné, mais Oui, moult bien. très moyennement confiné. Ouais, on essaye de donner un contexte aussi en termes de date à notre podcast pour que les générations futures savent ce qu'on a enduré pour. Oui, nous sommes le 15 octobre, 15 novembre, pardon, 15 novembre Putain, 2020 et nous sommes il est confiné depuis moyennement 15 mai. confinés par un Gersois qui s'appelle Jean Castex. Ouais. Et Et qui était censé, pour la petite histoire, éviter que que ça réarrive. ouais. Il a été récompensé en étant ministre et il a merdé. Ouais, mais alors bon, on va peut-être pas faire trop de politique dans cette émission, mais j'ai quand même un problème avec cette affaire d'avoir mis Jean Castex en rôle de Premier ministre, c'est que je suis gersois et je me dis si ça foire vraiment grave et que la moitié de la population disparaît ou enfin bref, ils vont dire c'est quoi cette espèce de plouc gersois qui nous ont balancé en Premier ministre. Ils pouvaient pas foutre un Parisien ou je sais pas, un Bordelais, enfin un mec de la City. Non, il a fallu qu'il balance un gars qui, à peine arrivé, a commencé à se plaindre de l'anonymat sur les réseaux sociaux et tout ça. Et donc t'as compris dès le début que le gars il était pas du tout à sa place. Mais bon. C'est pas grave, on fera une invasion, Non mais c'est terrible. T'imagines pourquoi on passe pour des bouffeurs de foie gras et puis c'est tout. Et puis vous faire. Alors, je t'avoue qu'en tant que citadin, je savais même pas qu'il était gersois. On a vu qu'il avait un accent, mais il est de Vic on doit se moquer de tous les accents qu'on entend, on n'a pas fini. Bref, mais non, mais c'est pour la petite blague, pour ceux qui n'ont jamais lu le principe de Peters, je crois que c'en est l'illustration parfaite. Alors moi je veux bien une explication. Ah, le principe de Peters, c'est un monsieur, un sociologue, qui a fait un livre sur l'incompétence en entreprise, dans l'administration, tout ça. Et en fait, avec son étude, il a démontré que ton plus haut niveau de travail, ton plus grand poste que tu occuperas au cours de ta vie et tes plus grandes responsabilités qu'on te donnera correspondent en fait à ton plus haut niveau d'incompétence. Pourquoi? Mais c'est vrai, quoi. Et une fois que tu lis ça, quand tu travailles un peu en entreprise, tu relativises beaucoup de choses. Du coup, tu t'énerves moins face à la bêtise humaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cerveau humain, on se dit que si tu as été bon à un poste, tu seras bon au poste du dessus. Eh oui. Or, c'est pas le cas. Ça veut pas dire que si tu étais bon à ton poste en dessous, tu seras bon au poste du dessus. Et ça va dépendre, mais... Et non, mais ça dépend de rien, c'est pas vrai. Si t'as pas la bonne formation, si on te donne pas les clés pour réussir au poste du dessus, tu n'y arriveras pas. Néanmoins, le système, pour ne pas avoir, comment t'expliquer, le système humain, la pensée humaine, pour pas se dire, bon merde, on s'est trompé, on n'aurait pas dû le nommer, va justifier ton incompétence en te nommant à un autre poste où tu feras moins de dégâts. Voilà. Et par exemple, il a mis une théorie, notamment pour l'administration, où en fait, pour faire en sorte que on voit pas que la hiérarchie a fait un mauvais choix en plaçant les mauvaises personnes au mauvais endroit, on va créer des services annexes qui doivent justifier leur existence en créant des complexités au système. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, tu as l'impression que les choses marchent à l'envers, quoi, ou que ça n'a aucun sens, mais en fait, ça en a un dans le sens de la machine. D'accord. Et bref, c'est le principe de Peter. C'est Jean Castex, c'est ça, souvent, en fait, quand tu as les gens qui crachent sur les hommes politiques, c'est qu'en fait, ils ont été très bons à un poste. Par exemple, il a certainement été très bon dans ce qu'il a fait pendant le confinement. Et on s'est dit, bah, il sera génial pour gérer la suite de la crise. Et en fait, tu t'aperçois que non, il était très bien quand il n'était pas connu et tout seul dans son bureau. Et là, il doit gérer des trucs comme la communication, comme plein de trucs, et il patauge. D'accord. Voilà, c'est le principe de Peters. Ok. Très intéressant. Je vous invite à le lire, et c'est vraiment fascinant, et ça a été écrit il y a plus de 50 ans, et il n'y a rien qui a changé. Mais on le sait, rien ne change jamais. La saison 3 de Discovery, on en est à peu près à la moitié. Très bonne saison, très bonne facture. J'ai arrêté dès le premier épisode. Putain.
Non, C'était mais intolérant. je reprendrai un jour. Bah, Surtout que, voilà, alors, tu vas me dire ce que tu en penses toi personnellement et ce que tu en as vu sur les réseaux sociaux, mais moi, entre les réseaux sociaux et les forums de Star Trek francophones, une certaine... alors, les personnes qui détestaient la série jusque-là, mais qui continuaient de la regarder, commencent à éprouver une non-haine. C'est un peu particulier à expliquer, mais j'ai l'impression que la saison 3 a l'air de plutôt bien fonctionner dans l'esprit des gens. Et il y a parce qu'elle a certaines un- personnes qui ont dit que c'était carrément génial et que c'était la meilleure des 3 saisons pour le moment. Et ben parce qu'en fait, c'est vraiment un esprit. Comment t'expliquer? C'est un esprit. Je sais pas comment te dire ça. On arrive sur un esprit Voyager. Voilà. On est un peu dans l'esprit Voyager, D'accord. c'est-à-dire qu'à la différence. Mais alors, on en parlera aussi avec la saison 1 de TNG tout à l'heure. Mais à la différence des deux autres saisons où il y avait un fil rouge, où on était toujours sur le qui-vive, où c'était toujours la galère à chaque épisode, machin. Là, on est plus posé. Il y a une vraie mission. Il y a une mission qui est beaucoup plus, qui peut pas être dans l'action. Donc il y a moins ce côté blockbuster et il y a plus ce côté contemplation qu'il y avait dans Star Trek, étant donné que après les 2 premiers épisodes, on reste dans un truc, on découvre un mystère, il faut qu'on le résolve, même s'il y a une mission donc en filigrane, hein, qui je vais pas du tout te spoiler parce que c'est l'histoire, retrouver ce qui reste de la Fédération. Euh, du coup, tu as des histoires en parallèle, on rencontre un nouveau peuple, on rencontre un machin, ou on envoie un ancien, on voit ce qu'il est devenu au 32e siècle. Hmm. Voilà, et il y a cet esprit pionnier, et c'est ça qui est rigolo, c'est que le Discovery a cet esprit pionnier de Kirk, Janeway, tout ça, de rester droit dans ses principes, face à un monde qui a sombré dans le Moyen-Âge, quoi. Hmm. Et du coup, ça devient plus intéressant. T'as ta petite larme, alors oui, c'est très émotionnant. T'as ta petite larme à chaque épisode, quoi. Et puis, il y a un respect, je pense, un peu plus des fans, Hmm. où on te dit, bah voilà, on vous avait donné du lore, on avait créé du lore, du nouveau lore. Vous avez aimé, vous n'avez pas aimé avec ces nouveaux Klingons, avec contrôle, avec machin, avec truc. Là, on va se servir du lore qui existait déjà. Les Trill, sans te Hmm. spoiler, vu que tu as dû voir Twitter. J'ai vu cette personne passer. Voilà, on a vu aussi un petit morceau d'un certain. Sans qu'il y ait une histoire autour, hein, on a vu un vaisseau qui portait l'immatriculation USS Voyager J. D'accord. Voilà, on a vu l'USS Nog. Oh. Voilà, il y a des petites choses comme ça, à droite à gauche, qui font pas partie de l'histoire, mais qui sont là en clin d'œil en disant voilà, on a vu ça, on vous fait voir ci, on vous fait. Il y a, je crois que c'est David Lynch ou David Fincher, je sais plus. T'as le réalisateur aussi là qui vient de rentrer dans la série là, qui est très bon et qui fait un personnage qui est vraiment excellent. Sérieux, ils ont mis un réalisateur dans... Ouais, je sais plus si c'est David Fincher ou David Lynch. Je crois que c'est David Lynch qui joue un rôle. Non. On sait pas qui il est, mais en tout cas, il tient la dragée haute au personnage de Philippa. Parce qu'il Il est du même acabit. Et voilà, on découvre des choses, on découvre comment la fédération a évolué, on découvre qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre temporelle que Daniels essayait d'empêcher. C'est pas Cronenberg plutôt? Oui, je crois, oui, c'est Cronenberg. Alors il s'appelle pas David. Ouais, pourquoi j'étais parti sur David Lynch, mais ok. Voilà, il y a plein de choses super amusantes qu'on voit. Et je trouve que c'est plus intéressant et c'est beaucoup plus accessible d'accès à ceux qui ne connaissent pas Star Trek. D'accord. Voilà. Voilà. Après, j'ai toujours ce reproche, on va en parler avec TNG, mais c'est vrai qu'un épisode de Discovery, un seul épisode, c'était 3 épisodes de TNG, quoi. Si tu as vu non, t'as peut-être pas vu le deuxième. Dans le deuxième, il y avait 3 bonnes idées qui auraient pu faire 3 épisodes entiers à TNG, quoi. Ouais. Donc, et qui sont là très vite passés et souvent pas approfondis, quoi. Voilà. Oui, manque de profondeur. Ok. Voilà. Ok. Non, après c'est pas par reine, c'est juste que le format série là en ce moment c'est très compliqué pour moi de le tenir et je regarderai mais pas maintenant. Je sais pas. D'accord. Voilà. Bien. On se retrouve. Nous nous retrouvons aujourd'hui en ce dimanche pour discuter de mes frères et mes sœurs. De tes frères et tes sœurs. Non, mais t'avais un ton très clergé, donc. Pas de boogie woogie avant la mèche. L'autre, il va me chercher Pascal Sevran, tu sais. Voilà. Bref. Mais non, c'est pas Pascal Sevran, c'est. Oui, c'est Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Bien.
Donc aujourd'hui, tu nous as demandé, est-ce qu'on peut parler de Star Trek The Next Generation. Merde, pardon. The Next Generation. Ça, c'est terrible. Quand tu veux faire l'accent anglais et que tu te plantes. Next Generation, la production. On va parler de la production. On va parler aussi d'un classement des épisodes qui a été fait par pas mal de sites de fans. Donc, TNG, hein, ça a été diffusé le 28 septembre 1987. Moi, j'avais 3 ans. Moi, j'avais moins 3 ans. Voilà. Et donc, du coup, ça a été diffusé de 87 à 94 en syndication. C'est 170 épisodes, 178 épisodes et je crois 4 films derrière, si je me trompe pas, et 2 spin-offs à l'époque. Alors, je suis désolé, je viens de taper dans mon micro. Ça s'est entendu à l'enregistrement. Toutes mes confuses. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, qui était vachement plus intéressant que ton intervention, je voulais parler un petit peu de tout ça, parce qu'il y a un excellent documentaire qui est sorti il y a quelques temps avec William Shatner qui s'appelle Chaos on the Bridge. Excellent. Qui raconte quelque chose qu'on ignorait, savoir que ça a été un enfer. Que ça a été quelque chose de compliqué auquel peu de gens croyaient et c'est très paradoxal parce que, donc on va parler de tout ça, en 1972 la Paramount est déjà en train de se dire on va relancer la saga Star Trek, on en avait parlé à cause de Star Wars, et ils sont en train, Roddenberry pousse au cul depuis des années pour lancer le projet de Star Trek phase 2. Donc pendant un temps on repense à lancer une série parce qu'on se dit, on fera pas le poids face à Star Wars. Puis après, on repart sur une idée de film et on balaye un peu l'idée de la phase 2 que voulait faire Roddenberry en lançant les films. Néanmoins, quelques années après, les gens de la Paramount sont super étonnés de voir en convention, qu'il y a des conventions Star Trek, de voir que la série originale marche beaucoup mieux en rediffusion qu'elle n'a jamais fonctionné lors de sa diffusion. C'est un programme qui est acheté beaucoup en syndication, on en parlera tout à l'heure, mais on en a déjà parlé, qui est beaucoup acheté en syndication, et ils se disent effectivement, on va partir pour faire une nouvelle série. Et là, cette fois-ci, un petit peu d'auto-promo, juste si vous voulez un exemple de ça, écoutez l'interview que l'on a fait de Rich Handley, qui explique que en fait, il n'a jamais pas connu Star Trek à l'écran, parce que quand il était petit, c'était la première diffusion quand il est né, mais tout au long de son enfance et de son adolescence, Star Trek était tout le temps diffusé, et il le regardait tout le temps. Et il s'est nourri de Star Trek toute son enfance, des 3 premières saisons, des 3 saisons de la série originale. Et c'est marrant parce que on va en discuter aussi, mais bref, effectivement, c'est très présent dans la culture pop américaine, que le film a relativement bien marché, qu'il a été primé, qu'il a eu un bon succès. Et effectivement, en 86, la Paramount se dit, on a une pépite, il faut en faire quelque chose, on va relancer la série. Et là, c'est Roddenberry qui se dit, non, j'ai pas envie, les films marchent bien, ou alors on fait ce que je veux, la phase 2, bref, machin. Il commence un peu à casser les pieds. La Paramount se dit, il faut qu'on fasse quelque chose, mais on n'a pas envie de se prendre la tête avec le vieux, et on va envoyer un certain Rick Burnham. Alors, excusez-moi si à chaque fois je défonce les noms, mais on va envoyer un certain Rick Burnham qui, lui, n'avait jamais vu la série, qui avait vu les films, mais qui n'avait jamais vu la série. Et vu que c'était un jeune producteur, c'était une sorte, il explique que c'est une sorte de bizutage dans les studios américains de télévision, parce que lui vient de la télévision. On lui dit, essaye de te dépatouiller avec le Roddenberry, nous on veut un programme. Et on commence à plancher sur des idées, on commence à vouloir avancer sur cette idée de phase 2, je résume brièvement. Et on va voir Nimoy, on va voir McCoy, Nimoy et Shatner, qui viennent de finir Star Trek 4 à l'époque, et on leur dit, est-ce que vous voulez reprendre un rôle TV? Et là, eux ont des exigences salariales qui explosent les prévisionnels de départ, les budgets prévisionnels de départ, et Paramount dit non, on ne pourra pas suivre, s'il faut payer et les FX autant que les acteurs, ça va être compliqué. Donc, en interne, on se dit, on va faire une nouvelle équipe, on va faire une nouvelle équipe, on va faire appel à des comédiens pas très connus pour pas trop payer cher, et on commence à plancher sur une idée qui se passerait 100 ans.
Et là, c'est vachement intéressant parce que on va parler d'une série qui parle du futur et on va imaginer le futur d'une série qui parle du futur. Et très rapidement, on se pose la question avec les équipes de Roddenberry, si on fait un truc qui se passe 100 ans, 80 ans après Kirk ou les films qui sont en train d'être projetés, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on améliore les choses? Est-ce que il y avait une idée notamment, c'était de supprimer le vaisseau. C'est-à-dire que pour Roddenberry, en 80 ans, en 100 ans, lui, il l'avait vu en moins de 30 ans, les progrès technologiques auraient dû être tels que les humains pouvaient se passer de vaisseau et explorer, par exemple, l'univers grâce à un téléporteur. Ouais, mais... Pendant un temps, l'idée a fait son chemin. Néanmoins, effectivement, beaucoup de gens lui ont dit, bah non, la vraie star de la série, ça a toujours été l'Enterprise. Ça n'a jamais été les personnages en eux-mêmes. Donc on revient sur cette idée de vaisseau, les films fonctionnent bien, et il y a un savoir-faire niveau maquette, on se dit oui, on va repartir sur les vaisseaux, ça sera bien mieux. On commence à réfléchir à la série Next Gen telle qu'on la connaît alors. Paramount commence aussi un peu à reculer en se disant, la chaîne de télé Paramount se dit ouais mais non, les films marchent bien, on risque de couler la poule aux œufs d'or. Et c'est là qu'une idée intervient, une idée intéressante, c'est de le faire en syndication. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le faire en syndication? C'est très simple. C'est en gros de vendre le programme, avant qu'il soit tourné, à plusieurs chaînes de télé. Ça permet la chose suivante, ça permet à aucune chaîne de s'engager, donc d'acheter un programme clé en main sans trop se prendre la tête, donc d'acheter juste une partie du programme. Et puis, ça permet de multiplier les sources de revenus pour Paramount. Donc Paramount, même si elle va le diffuser sur son réseau à elle, peut se permettre d'être moins regardant quant à la qualité des épisodes et quant au contenu des épisodes. Et c'est tout bénef aussi pour Gene Roddenberry, qui avait dû se battre sur TOS, sur tous les épisodes, il devait se battre pour imposer son idée, parce que c'était une chaîne de télé qui achetait son programme en exclusivité. Et du coup, la chaîne de télé, elle avait des comptes à rendre aux annonceurs et elle voulait pas déplaire aux annonceurs. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas la parité sur la passerelle. C'est pour ça que c'était compliqué d'avoir un second femme à l'époque, que les femmes n'étaient pas en pantalon. Là, Roddenberry se dit, c'est la chance. On va tourner dans les studios de cinéma de Paramount. Donc, on va avoir plus de moyens et on aura moins de comptes à rendre. Et c'est là que les problèmes commencent pour TNG. C'est qu'il engage dans son équipe un avocat, dont j'ai noté le nom quelque part, mais que le nom est très compliqué à se dire. John Fushkante. Non, c'est Maître Maisley, un truc comme ça. Maître Marcel Window. Non, mais Slish, voilà. L'avocat qui s'appelle May Slish, qui est un très bon ami à Roddenberry. Et Roddenberry se dit, écoute, on va aller prendre toutes les personnes qui ont travaillé sur Star Trek dans la série des années 60 et on va petit à petit virer les gens que la Paramount nous envoie pour avoir le contrôle absolu. À la seule différence, c'est que Rick Berman, qui travaillait pour la chaîne de télé Paramount, se laisse convaincre d'être producteur sur Star Trek, et donc de quitter son poste dans les chaînes de TV Paramount pour être producteur sur la série Star Trek Next Gen. Pourquoi est-ce que Roddenberry fait ça? Il se dit, voilà, si jamais, parce qu'il faut quand même que je rende des comptes, c'est pas mon argent à moi, quoi. Si jamais on doit négocier des trucs, on va envoyer quelqu'un qui est du sérail, qui est des leurs, qui les connaît pour pouvoir négocier et arrondir les angles. Ce qui est une bonne stratégie sur le fond. Néanmoins, à force de penser comme ça, il se passe un truc, c'est que tout le monde veut prendre le contrôle du projet. Et c'est là que ça devient compliqué. Par exemple, notamment autour du casting, tous les personnages masculins qui ont le rôle titre dans TNG sont les choix B. Je comprends pas. Alors, ça devait pas être Stewart. Ça devait pas être eux. C'est-à-dire que Roddenberry, première fois qu'il voit Patrick Stewart, il dit, vous voulez remplacer Kirk par un maigrichon chauve avec un accent anglais, ça va pas le faire. Voilà, c'est comme ça qu'il définit Stewart. La première Worf est arrivé à un jour avant le tournage. Michael Dorn. Michael Dorn, pardon. Depuis le début, il ne voulait pas de Klingon sur la passerelle. C'est dommage. Au début, il refusait le truc. Et Riker et Data, par exemple. Data, il voulait en faire un robot. Donc, il voulait que Data joue comme un robot. Donc, Brent Spinner, l'interprète de Data, a dû se battre pour
pas avoir un rôle de robot idiot. Et Brent Spinner, surtout, il a dû se battre pour pas avoir le rôle de Riker. D'accord. Voilà. Et Riker, Roddenberry en voulait pas, il le trouvait pas intéressant, il le trouvait vulgaire, et comme le dit Jonathan Frakes, à l'époque, en plus, il jouait toutes les semaines le méchant de la semaine dans une série télé. Donc Roddenberry le trouvait antipathique au possible. Et alors comme quoi, une fois de plus, hein, on porte au nu Roddenberry, mais voilà, tout ce qu'on vient de dire là, c'était pas ses idées, alors qu'on les. Et il y en a une autre qui était pas cool, c'est Fontana. Ah, D'ici Fontana, Dorothy. qui elle, Ouais. voilà, pardon, qui elle voulait pas avoir du tout Stewart dans le rôle de Picard, et qui avait manœuvré pour qu'il y ait un acteur qui est connu pour avoir fait que des séries B aujourd'hui, quoi. Stephen, ça aussi je l'ai noté, j'aurais dû le surligner. De toute façon, je le mettrai dans la vidéo. Stephen Match, un acteur, alors qui est putain d'un but de lui-même quand il parle dans l'interview, c'est un truc de fou, quoi. Et il a pas eu le rôle et il fait comme s'il l'avait eu, quoi. Elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle convainc qu'il n'y a pas besoin de faire passer d'audition, que c'est lui qui doit avoir le rôle, que c'est lui qui doit faire le truc. Alors en plus, lui, il t'explique, entre guillemets, que en fait, il fait sa diva. Il t'explique que ça l'intéressait pas d'être coincé dans un rôle, mais que c'était intéressant. Bref, il fait la diva comme c'est pas permis. Et l'équipe qui était pro Stephen Mack pousse même le vice à essayer un peu d'humilier, entre guillemets, Patrick Stewart, en le forçant à auditionner avec une perruque. Chose qu'il avait déjà fait pour la série originale, auditionner avec une perruque. Voilà, donc du coup, ce qui se passe, c'est que Picard auditionne avec une perruque. Bref, il le trouve ridicule. Il retourne dans sa loge et il raconte ça. Il se fait enlever la perruque, il se fait nettoyer la colle pour le postiche. Et là, tu as l'équipe de prod qui revient le voir et qui le remercie d'avoir fait tout ça, d'avoir passé plusieurs auditions, d'avoir mis la perruque et tout. Et il repart. Et Stewart se dit, c'est relativement bizarre qu'ils aient fait ça. Et là, sa maquilleuse qui connaissait la chaîne Paramount, lui dit la chose suivante, lui dit, mais en fait, ils sont pas venus pour vous remercier, ils sont venus voir votre tête sans la perruque. Ah. Pour voir si vous pouviez avoir le rôle sans la perruque, quoi. Et il dit, c'est à partir de ce jour-là que j'ai su plus ou moins que j'avais le rôle, quoi. Et pour revenir là-dessus, c'est pareil, Geordi, l'acteur qui interprète Geordi Laforge, j'ai oublié, j'ai mangé son nom. Oui, ouais, j'étais en train d'y réfléchir, oui. Vas-y, LeVar Burton. LeVar Burton, qui avait fait forte impression dans Racine. Lui était un choix déjà plus ou moins abouti. Les gens le voulaient parce qu'il était relativement connu et surtout parce que une partie de la production voulait un Afro-Américain célèbre dans la production. D'accord. Et LeVar Burton a dit on va éviter que je sois un noir américain célèbre dans le truc parce que j'ai pas envie d'être un symbole, j'ai pas envie d'être un machin, et il a dû lutter aussi pour que la promotion ne se fasse pas sur le fait que un des acteurs de Racine joue dans TNG. Voilà, c'est assez marrant aussi. Et pour finir, bizarrement, les trois femmes qui font partie du casting, elles étaient directement les choix A. D'accord. C'est-à-dire que, et la différence, c'est que les rôles étaient inversés. Alors autant Beverly Crusher a été très vite castée pour le rôle du docteur, parce que c'est elle qui a choisi le rôle pour lequel elle voulait être castée. Autant à la base, Marina Sirtis, qui va jouer donc le conseiller Troy, va être castée pour Tasha Yar. D'accord. Et Denise Crosby va être castée pour le conseiller Troy. Alors, autant Denise Crosby, bon, avec d'autres habits, machin, elle aurait pu faire un conseiller, mais Troy en chef de la sécurité, je la vois pas, elle a pas du tout un corps athlétique. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sur les essais de costumes, ils se sont aperçus que ça n'allait pas, souvent que ça n'allait pas, et ils se sont aperçus aussi que le personnage Marina Sirtis avait l'air quand même plus empathique, était moins norvégienne, moins stoïque que Denise Crosby. Donc ils ont permuté les rôles et ils ont vu que ça allait beaucoup mieux. Et notamment, il s'avère que le conseiller Troy porte très, très peu souvent le costume d'officier, parce qu'elle devait avoir pareil la jupette et les bottes, parce que vu qu'elle était plutôt petite, ça faisait majorette de l'espace. Et du coup, il trouvait pas ça. Petite note amusante aussi sur le personnage de Troy, elle devait avoir
3 seins. Oh, oh là là. Ouais, Elle devait d'accord. avoir 3 seins, et là c'est Fontana, d'ici Fontana, qui a dit non, c'est déjà chiant à porter 2, on va pas lui en rajouter un troisième. Ouais, mais non, mais et puis ça aurait été. Elle est déjà hyper sexualisée, on va peut-être pas non plus. Ils ont Voilà. Et puis bon, Enfin, les hyper sexualisée. documentaires sur les DVD sont vachement intéressants, notamment sur le personnage de Data, où il y a eu beaucoup de tests de couleur sur sa peau. Et il a failli être rose. Oh, c'était Voilà. cool. Non, c'était horrible. Ah. C'était horrible. Non, les images, c'est horrible. Il a failli être rose, et le gris a été pris aussi à la dernière minute après un mélange. Autre problème, avant qu'on parle de la guerre qu'il y a eu sur le plateau, autre gros problème de TNG, c'est que certes, ils ont bénéficié de studios de cinéma pour tourner, ils avaient un des budgets les plus importants à l'époque, pardon. Néanmoins, ils avaient aussi accès en fait aux maquettes qui avaient été faites pour les autres films, aux maquettes et aux décors qui avaient été gardés et pas détruits, donc ils pouvaient travailler sur des choses qui existaient déjà. Nonobstant du fait que la plupart des choses appartenaient à un certain studio de FX qu'on connaît très bien, appartenaient à ILM, nos amis de chez Star Wars. Et donc du coup, ça coûtait une blinde à chaque fois de faire tourner des plans de vaisseaux, notamment des maquettes, et ça prenait beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'il y a un épisode de série télé, en général, c'est 2-3 semaines, même avec des effets spéciaux. Là, ça pouvait mettre des fois un mois et demi avant que les plans de vaisseau soient finalisés et envoyés au montage. Et ça prenait beaucoup trop de temps. Donc, les premiers épisodes ont été faits avec ILM. ILM, quand t'avais pas le temps, en plus, déléguait le boulot à d'autres studios. Donc, les autres studios devaient apprendre comment ILM faisait. Bref, c'était perdre de temps. Donc, ils ont décidé en interne de le faire aussi en parallèle d'ILM pour gagner du temps. Et puis pour, si la série se prolongeait, très rapidement, être totalement indépendant d'ILM. Ça a été compliqué aussi. Il y a eu des soucis. Souvent, il y a des problèmes d'échelle. Ils avaient des problèmes d'échelle. Chose assez marrante, le gars disait les gens croient que c'est faire des maquettes et puis de mettre les maquettes les unes à côté des autres. Mais en fait, il s'avérait qu'on recevait des maquettes au 1/32e et des fois, elles étaient au 1/8e. Ouais, d'accord. Et il disait qu'on devait faire, par exemple, il y a plein de plans où tu vois l'Enterprise avec un autre vaisseau qui sont en parallèle. Quand on devait faire un plan avec ces deux vaisseaux-là, qu'ils n'étaient pas à l'échelle, le calcul de l'angle de la caméra pour le mouvement est pas du tout le même. Et il disait, on passait des fois des journées à calculer le bon angle pour faire une seule prise parce qu'on n'avait pas le temps. Et il était 4h du matin, on n'avait pas le temps de faire autrement. Donc ces problèmes de maquette ont été très vite réglés. L'équipe a décidé de tout faire en interne pour plus avoir ces problèmes d'échelle ou de faire les trucs à l'arrache. Pour ceux qui veulent comprendre ce que ça veut dire faire les trucs à l'arrache, le plan de générique de Star Trek TNG toutes les saisons d'ailleurs, quand le vaisseau arrive en bas de l'écran sur le final, d'accord, vous voyez des gens sur une baie vitrée qui marchent. Ah bon? Ouais, vous ferez attention, vous voyez des gens qui marchent sur une baie vitrée. Ceci est fait au crayon de couleur. C'est génial. Voilà, et ça a été fait à l'arrache. Pour gagner du temps, quoi. Mais pour donner une impression de vivant. Alors bien sûr, la plupart des gens qui avaient travaillé sur les 4 films Star Trek tournés à l'époque sont venus donner un coup de main, mais on commence à avoir quelque chose de très étrange qui se passe sur le plateau, et on en arrive à là, c'est que les gens se barrent au bout de 3 semaines, 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 4 mois. Pourquoi? Parce que les conditions de tournage sont épouvantables. Elles sont épouvantables sur le fait que la plupart des comédiens ont été choisis entre guillemets par défaut ou imposés quand même un petit peu par le peu de pouvoir qu'avait la chaîne Paramount et le studio Paramount. Que les scénaristes ils arrivent avec une idée le lundi, on leur dit le mardi c'est génial, et le mercredi leur idée a été totalement réécrite, déformée, et puis le vendredi on est parti sur une autre idée. Donc il arrivait souvent que les comédiens avaient pour la veille au lendemain un scénario qui avait été modifié. Ça, alors juste excuse-moi, ça il explique dans Chaos on the Bridge, mais il explique également dans l'autre reportage de Shatner qui s'appelle Captains. Et c'est très intéressant ce reportage-là aussi. Je voulais le caler, désolé. Et tout est prétexte à guerre entre Roddenberry et les équipes créatives. Tout se passe mal. Les producteurs sont sur du hors budget à longueur de temps, et c'est pas du 10-20 000 euros. C'est des fois des 1000 millions de dollars qui sont hors budget. Alors la Paramount,
allonge, mais commence à envoyer des gens pour vérifier ce qui se passe, quoi. Et il se passe qu'en fait, tu as donc Roddenberry et ce fameux avocat Meslich qui mène la vie dure sur un système good cop, bad cop. Roddenberry dit tout le temps oui, mais il n'en pense pas moins. Et Meslich est censé faire peur en tant qu'avocat, est censé mettre des coups de pression. Et il va même des fois jusqu'à récupérer les scénarios, les idées, les machins, les mettre sous clé. Et laisser comme ça les scénaristes sans pouvoir travailler tout un week-end pendant 2-3 jours, le temps que Roddenberry approuve ou pas les idées. D'accord. Le problème, c'est que, bon, déjà, ça fait perdre du temps à tout le monde, ça n'aide pas la production. Enfin, dans Chaos on the Bridge, hein, on te raconte ça, c'est. Voilà. Et Roddenberry commence à être un peu poussé vers la porte parce que les comédiens aussi s'en plaignent de cette ambiance. Parce que eux se retrouvent avec des choses qui n'ont ni queue ni tête sur le plateau, ils ont des fois pas la bonne version d'un comédien à l'autre, et ils peuvent pas discuter avec les scénaristes. Une des grosses forces des séries, c'est qu'en fait, le plateau discute avec la pré-prod. Voilà, vous écrivez ça, faites attention parce que pour nous, c'est compliqué à tourner. Ok. Et la prod, elle n'est pas là que pour donner de l'argent ou pour retirer de l'argent. Elle est là pour dire, ah bah c'est bien, vous avez 4-5 épisodes d'avance. Je vois que vous avez prévu de tourner 4 fois en extérieur. Bah on va faire les tournages sur la même semaine en extérieur. On va gagner du temps, on va gagner de l'argent, et voilà. Et en fait, c'est toujours de l'impréparation et ça commence à épuiser les comédiens. Les comédiens commencent à ressentir qu'il y a des problèmes en pré-prod et que ils doivent gérer les problèmes sur le plateau. Et ça commence à les épuiser aussi émotionnellement. Notamment par exemple Denise Grosby qui voit pas quelle place elle peut avoir sur le tournage, qui n'a pas accès forcément aux scénaristes pour discuter de son personnage. En plus, ils sont sur un casting à 9. Il y a beaucoup de personnages dans le début de la série. Voilà, donc c'est un épisode qui met en valeur à chaque fois un personnage et elle voit pas de bout à ça, elle. Donc elle préfère partir à la fin de la première saison parce qu'elle se dit c'est pas ici que j'aurai mon heure de gloire. Malheureusement pour elle, elle l'a pas eu après. Mais voilà, il y a une réflexion super marrante de Michael Dorf dans le documentaire qui dit moi déjà, j'étais content d'avoir un job, je pensais pas dire autre chose qu'une ou deux phrases. Et le jour où on m'a dit mais vous avez un épisode tout à vous là cette semaine, j'ai mis 2-3 jours avant de comprendre, quoi. Et il disait, et c'était compliqué d'avoir tous un épisode sur chaque saison, rien qu'à nous. Michael Dorn, dans le personnage, Worf sera le personnage qui apparaîtra le plus dans toute la saga. Ouais. Et c'est marrant parce que personne n'en voulait au début. Et puis il dit en plus, vous aviez votre épisode à vous, mais il fallait toujours que Stewart ait au moins 10 à 15% de l'attention de l'épisode, Riker aussi. Donc finalement, il vous restait 50% à vous sur l'épisode. Et elle en peut plus de Denise Grosby, donc elle part. Et en fait, il y a une chose très intéressante, c'est que Roddenberry, c'est quelqu'un on peut dire ce qu'on veut sur le bonhomme, il a toujours aimé les femmes, l'alcool, et il ne supporte pas la frustration. C'est quelque chose qui l'énerve beaucoup. Et quand elle lui dit je veux partir, il lui a fait un très joli sourire en lui disant oui, tu peux partir, mais on va tuer ton personnage pour plus que tu reviennes. Ouais. Il sera quand même revenu après. D'ailleurs, tous les personnages qui sont partis, sauf Beverly Crusher, sont morts. Et meurt de manière abrupte, violente et irrémédiable, quoi. C'est assez incroyable, ça. Et Beverly Crusher, elle part parce qu'elle est poussée dehors. C'est-à-dire que les nouveaux scénaristes qui arrivent à la fin de la saison 1, en plus, fin saison 1, il y a une grève des scénaristes. Donc les nouveaux qui reprennent disent nous, on peut pas la blairer, la comédienne. On veut mettre la comédienne qui jouera après Pulaski parce qu'on la trouve plus Star Trek, on la trouve plus machin. Et elle le dit elle-même, ça a été une saison horrible parce que je me suis jamais senti à ma place. Et tous les autres, même s'ils ont essayé de m'inclure dans le machin, j'étais pas Beverly, quoi. Et c'est pour ça qu'elle part aussi fin de la saison 2, là, cette comédienne, quoi, parce que elle se sent pas à sa place. Et ça se ressent en plus dans la saison qu'elle est pas à sa place, quoi. Et c'est dommage parce que autant j'ai mis beaucoup de réserves autour du personnage de Beverly Crusher, autant Pulaski, moi je trouve que c'est un personnage qui aurait pu avoir une super évolution tout au long de la série. Et bon, mais c'est comme ça. Ça, c'est de la vie personnelle. Savoir qu'il y avait une petite blague sur le plateau, tous les patients qui passent par les mains de Beverly Crusher au début de chaque épisode meurent. Ah bon? Ouais. C'est Patrick Stewart qui le fait remarquer. Nous, on faisait même une blague quand un personnage, un comédien s'installait sur la couchette du docteur Crusher. On lui disait, te fais pas trop d'idées, hein, elle sauve personne, elle est mauvaise, tu vas mourir. Oh la pauvre.
Et ça les faisait beaucoup rire. Et en fait, c'est ça que Pulaski a pas retrouvé à la saison 2. C'est quand ils avaient pas ces petites blagues en interne, quoi. Voilà. Et oui, le train était Euh, déjà passé quand t'arrives. Voilà. Mais donc, la prod a été une horreur horrible. Mais d'un autre côté, ben, c'est dans des conditions extrêmes que cette série, qui a eu un des budgets les plus importants pour une série de SF, a réussi 3 choses. Un, elle a réussi sa syndication. Chose qui était très peu fait à l'époque, voire pas du tout fait, surtout sur un si gros niveau. Elle a réussi à relancer une saga qui était mythique, chose qui ne marchait pas. Ouais. Et elle a réussi à imposer un format de science-fiction. C'était la première grosse série de science-fiction qui cartonnait. Et elle a réussi ces 3 trucs. Mais alors, c'était exceptionnel à l'époque, mais ça l'est toujours aujourd'hui. Parce que, à part Battlestar Galactica qui arrivera une vingtaine d'années plus tard, je vois pas d'autres séries comme ça qui est revenue. Stargate. Ben non, Stargate, c'est pas revenu. C'est issu d'un film, ok. Ça, qui est revenu après. Ça cartonnait, hein, Stargate, c'est pas ce que je dis, mais c'est pas revenu après une série vieille. C'est comme si aujourd'hui on relançait Buck Rogers en faisant un super truc qui cartonne, quoi. C'est assez incroyable, c'est vraiment exceptionnel. Et ils ont réussi à faire mieux, c'est-à-dire à choper une nouvelle génération de fans et surtout à vendre le truc. Alors la syndication, je réexplique, hein, c'est plusieurs chaînes qui achètent le programme en même temps pour la diffuser à peu près en même temps. Aujourd'hui, la version de la syndication, c'est CBS qui diffuse un épisode de Discovery et en J+1, c'est sur Netflix. Pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est novateur, hormis le fait que c'est plusieurs sources d'argent, c'est aussi plusieurs sources de public. Vous prenez un pays continent comme les États-Unis d'Amérique, où il y a entre 6 et 7 heures de décalage horaire d'une côte, de la côte ouest à la côte est, et ben le 20h est pas partout le même. Non. Voilà, le 20h en Californie sera pas le 20h dans l'État de New York. Non. Il fait toujours. Donc, c'est quoi? C'est le soleil se lève toujours quelque part sur les États-Unis ou je sais plus quoi. Bref. Non, c'était sur l'Empire anglais, ça. Ah oui, c'est ça. Oui, pardon. C'est sur l'Empire anglais. Écoute, désolé. Bon, bref. Et du coup, ça a permis en fait de toucher un nombre incroyable de gens d'un seul coup. Surtout qu'en plus, à l'époque, le câble se développait, la télévision par satellite se développait, donc c'était un formidable. Et ce qui a été cool aussi, et là, les équipes, là, on peut reconnaître ça à Roddenberry, c'est qu'il a dit il faut pas faire de l'ancien. Souvent, j'entends gueuler, moi, sur Enterprise. Ils respectent pas le machin en termes de décor, machin, ils sont partis sur d'autres trucs. Roddenberry avait dit, mais partez sur autre chose. Je veux plus voir les vieux phasers, je veux plus voir les vieux tricorders, inventer d'autres trucs. Voilà. Et du coup, ils ont inventé par d'autres trucs. Enfin, ils ont inventé tout ce qu'on connaît maintenant, qui fait partie de la saga Star Trek, quoi. Et puis, ils ont pu développer du lore. Ils ont eu du temps. Faut savoir que à l'époque, ça se faisait aussi, hein, mais tout de suite, les acteurs ont signé pour 6 saisons. Donc, il y avait une idée de prolonger ça le plus longtemps possible, quoi. Même si, et c'est ça qui revient souvent dans les interviews, personne croyait que ça allait dépasser le téléfilm. Le téléfilm, ça aussi, il est particulier, à savoir que le téléfilm devait, à la base, dès le début, faire 2 heures. Et Roddenberry a refusé d'écrire un téléfilm de 2 heures. Elle a dit qu'1 heure, c'était amplement suffisant. Et après de moult négociations, alors le premier scénario, c'était le scénario qu'on connaît de Rendez-vous à Farpoint. L'Enterprise devait aller à Farpoint, une station qui avait émergé du jour au lendemain et qui réalisait tous les souhaits des gens. C'était ça le scénario initial de DC Fontana. Et il s'avère que Roddenberry a dû plier et faire un 2 fois 1 heure. Et c'est là qu'il a rajouté le personnage de Q pour rallonger la soupe. Qui est, selon moi, le seul intérêt dans cet épisode. De l'épisode, voilà. Et donc, il a rajouté l'épisode de Q pour pouvoir faire les 2 heures du téléfilm. D'accord. Voilà. Autre chose qui a été problématique pour les comédiens sur le tournage, c'est que Roddenberry disait on est dans le futur, les gens n'ont plus de conflit entre eux. Et du coup, Jonathan Frakes disait que c'était une galère sans nom que de lui dire mais non, là, mon personnage, il doit élever la voix. Il peut pas rester stoïque. Et ça a été une galère sans nom de tourner ça jusqu'à que Roddenberry soit un peu mis sur le côté sur les autres saisons. Et c'est pour ça que tu as beaucoup plus de conflits, beaucoup plus de richesse entre les personnages qui peuvent se détester, se battre pendant un épisode.
Mais il a fallu pour ça mettre de côté Roddenberry. Ouais. Voilà, parce qu'il était plus du tout. Puis pareil, hein, Fontana, DC Fontana est partie aussi au fin de la saison 1 parce qu'elle se sentait plus, elle voulait plus faire ce Star Trek là. Elle disait, moi le Star Trek comment il partait, ça m'intéressait pas. Ouais. Je suis revenu faire 1 ou 2 épisodes pour DS9, mais ça ne m'a plus intéressé parce que les choses avaient changé. Ouais. Voilà. Et à partir de là, on a cette série qui a sa sauce, quoi. Et c'est vrai qu'en regardant hier les épisodes que tu m'as donnés, j'ai été relativement étonné de voir que effectivement il y avait une maturité que j'avais carrément oubliée, quoi. Ouais, dans certains épisodes. Ouais. Et je l'avais oublié à cause de Discovery. C'est-à-dire que le format Discovery et Picard nous ont fait oublier ce que c'était le format one shot, une histoire, un épisode. Ouais. Et puis même, on sort de TNG, si on regarde dans l'ordre de production, on sort de TNG en se disant très probablement, punaise, qu'est-ce que c'était génial et tout, machin. Puis on passe dans Deep Space Nine, qui a beaucoup d'épisodes qui se suivent. Il y a, sans avoir forcément toujours un fil rouge, il y a quand même une continuité dans la série. Puis on part sur Voyager, qui part carrément sur des épisodes à nouveau très simples, un épisode, une histoire, mais il y a toujours le fond de le Voyager est perdu, machin, et on oublie en fait qu'on a vécu ça avec TNG sur 7 saisons, où chaque épisode raconte une histoire de A à Z et qui reste tout à fait cohérente et très forte. Et il y a des fils rouges en fait. Il y a quelques fils rouges. Il y en a pas des millions, mais il y en a. Oh. Ah ben, il y a tout ce qui est Klingon. Les fils rouges, voilà, sont assez personnels. C'est-à-dire, on a sur la première saison, Tasha Yar, son histoire de gang de violeurs dans sa planète d'origine. À chaque fois qu'elle apparaît, on nous en parle un tout petit peu. Worf. Non, quand je te dis qu'il y a des trucs, c'est que tu peux te faire, je sais pas moi, 10-15 épisodes sur le même thème. T'as tous les épisodes de Q. Oui. T'as tous les épisodes de la succession Klingon et de la famille de Worf. Oui. T'as tous les épisodes des manœuvres romuliennes. T'as tous les épisodes des manœuvres cardassiennes. Les Borg aussi. T'as tous les épisodes des Borg. T'as tous les épisodes des Bajorans. Ouais. C'est déjà pas mal, hein, comme fil rouge sur cette saison. C'est pas ce que je voulais dire, mais oui, tout à fait. Ah non, mais c'est tout à fait ça. Voilà, et puis c'est pas mal intéressant. T'as tous les épisodes temporels aussi qui sont intéressants. Les épisodes Data qui font un univers à eux-mêmes, à eux seuls, à eux-mêmes, son et frère, tous les épisodes son père. Et tous les épisodes du holodeck. Il y en a pas mal de très intéressants là-dessus, quoi. Bref, l'émission elle atteint presque 12 millions de téléspectateurs dès la 5e saison. C'est ouf. Et en 94, le final a été regardé par 30 millions de téléspectateurs. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, même Netflix, à ce jour, en étant dans un nombre incalculable de pays, fait pas 30 millions de vues sur un épisode. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Les seules choses qui vont rassembler, pour la blague, des centaines de millions de gens, c'est l'Eurovision, les Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture et la Coupe du Monde de football. C'est les 3 plus qui dépassent les 100 millions de visionnages allègrement. D'accord. Pour vous donner un ordre d'idée un peu de grandeur, quoi. Aujourd'hui, si une chaîne de télévision comme TF1 fait 1 million de téléspectateurs en une seule soir, c'est une des meilleures audiences de l'année. D'accord. En même temps, bon. C'est pour vous donner, voilà. Mais ouais. D'accord. Donc on est sur quelque chose qui a été donc massif. Et voilà, petite chose aussi très intéressante, et ça fait partie aussi peut-être de l'univers Star Trek, c'est que la série a été annoncée dans une conférence de presse. C'est une des rares séries qui était annoncée dans une conférence de presse et pas sur ce qu'on appelle le document papier de la presse, on appelle ça un communiqué de presse. D'accord. Voilà. Donc il y a eu une conférence. Dit, en fait, voilà, il y a eu une conférence avec journalistes, au fait, on relance Star Trek. What? Quoi? Voilà, c'était un peu ça dans la salle. Quoi, pourquoi? Voilà, bref. Il n'y aura pas de Vulcain. Quoi? Il n'y aura pas de Vulcain, parce que c'est de la merde. Et c'est de la merde, les Vulcains. Et puis ça va s'apaiser tous les 7 ans. Eh ben, d'accord, tous les 7 ans, c'est une race normale, quoi. Voilà. Oui, ça ne nous regarde pas.
C'est quoi? C'est des baleines? Bref. Du coup, on revient là-dessus. Puis voilà, la série après, elle fonctionne. Je presque plus rien à dire sur la prod. Est-ce que tu as des questions? Non, j'invite vraiment les auditeurs, auditrices à écouter et à regarder ces deux documentaires, Chaos Alors, on the Bridge et les Captains. documentaires bonus. Ouais, les les bonus documentaires aussi, mais les bonus. bonus, ils sont pas facilement trouvables si tu n'as pas le support DVD. À moins Oui, alors après, je de... Peut-être les ai. sur Après, YouTube. Ouais, tu les télécharges aussi. ou sur autre chose, ouais. Mais pour la blague, c'est marrant parce que les documentaires DVD sont à décharge, sont très complaisants. Ils en parlent un petit peu des problèmes, alors que Chaos on the Bridge, c'est vraiment à décharge. Ouais, Chaos on the Bridge, il y a une liberté d'expression assez forte. Et c'est très intéressant. Ouais, alors est-ce que des fois, faut voir aussi quand ça a été tourné, est-ce que des fois ça règle pas des comptes C'est mis en scène. Oui. Ouais, voilà. Ben, ça arrive 20 ans plus tard, hein, donc faut pas... D'avoir vu les deux pour préparer ce podcast, c'est vrai que tu te dis qu'il y a un juste milieu quand même, quoi. Il peut pas être tout mauvais, le Roddenberry. Et puis c'est une question de point de vue aussi. Hein. C'est Voilà. une personne qui s'est sentie flouée, spoilée, elle va être en colère et du coup elle ne cherchera pas les points positifs. Ouais. C'est tout à fait normal. Et ce qui concerne Chaos on the Bridge aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus un point de vue aussi des scénaristes, notamment durant la grève. Il y a eu une grève des scénaristes à l'époque, on en a connu une où il y a 2 ans, même pas là. Oh, yeah. Et c'est vachement intéressant ce qui se passe durant ce mouvement syndical. Et puis, pour finir, ce que je voulais dire par rapport à TNG, je me suis fait la remarque l'autre jour en regardant les épisodes que tu m'as listés. Je me suis dit pourquoi ils le passent pas en HD. Ben si, TNG c'est Ils en font cours un de... HD, mais ils ont fait le choix de du 4 tiers encore, et pas du 16 neuvième. Ah, Et c'est mais très est-ce qu'ils ont intéressant. toujours les bobines? Parce que Et pour alors oui, passer en ils ont 16 toujours les bobines, d'accord. ils ont toujours ça. Mais ce qu'expliquaient les gars dans les making-of justement de la version HD, c'est ils ont eu ce problème suivant. Les plans à l'époque de TNG étaient très resserrés. Les personnages sont toujours photographiés plan. Ouais. Je te demande juste une seconde. 2 tiers. En 2 tiers, pardon. Enfin, ils sont filmés en plan épaule. Voilà, la plupart du temps. Et ils disaient, on peut pas faire de recadrage là-dedans. Et pareil, les vaisseaux étaient, pour bien qu'on voit la maquette, ils étaient filmés vachement en plan serré. Et si on coupe, on va couper des morceaux de vaisseau, quoi. Et donc, du coup, on a dû refaire des trucs en 3D. Donc, sur la version Netflix, l'Enterprise est la plupart du temps en 3D. Voilà. Et c'est là que je me suis aperçu qu'ils avaient fait un boulot génial. C'est que sur tous les plans, par exemple, qui sont dans la salle des officiers où ils font la réunion et tu as l'espace derrière, à l'époque, ils avaient juste laissé les étoiles, les machins. C'était un fond noir avec des petits trous pour faire les étoiles. Ouais. Ils ont remplacé ça par des planètes qui tournent, par des vraies choses quoi, qu'on pourrait trouver dans l'espace. Quoi. Ouais. Et là, c'est bien fait. Le gros aussi de la différence que j'ai trouvé entre les DVD ou les VHS et la version HD, c'est la couleur. La couleur est beaucoup plus sombre, moins vive, ça fait moins kitsch que ce que c'était avant, maintenant. Ah ouais, mais je vous invite aussi, si vous êtes un peu passionné par de la technique, à regarder ce qui a été fait là-dessus. Et c'est vraiment intéressant puisque ça change aussi la lecture de la série en elle-même. On n'était pas rendu compte avant de regarder le documentaire, et en regardant les épisodes qu'on a vus là pour le classement, je me suis dit ah ouais, ça change. Dans mon souvenir, c'était moins joli. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Alors, on passe au top. On passe au top, relativement surprenant, mais on passe au top. Relativement surprenant. Donc, on s'est dit, on va parler de la production de TNG, mais est-ce que ce serait pas intéressant de faire un tour des forums? Donc, j'ai fait le tour des forums francophones, donc la communauté francophone de Star Trek et Ultime Frontière, voir ce qui est pensé des épisodes de chaque épisode de chaque saison de TNG et peut-être éventuellement un jour des autres séries. Et en fait, j'ai calculé une moyenne. Alors, pour rappel, nous sommes le 15 novembre, donc peut-être que dans 1 an, les votes auront beaucoup changé. Je pense pas. Je pense pas parce que ça quand même, ce sont des votes qui s'étalent sur une dizaine d'années d'existence pour chacun des 2 forums. Je pense pas que ça modifie tant que ça, peut-être 1 ou 2, mais je doute.
Et donc j'ai fait des moyennes et j'ai sorti 3 épisodes par saison que l'on va vous lister de suite. Alors la première saison, petite moyenne, hein, c'est pas des gros, y a pas de grosses notes machin, il y a aucune, alors ce sont des moyennes sur 10 pardon, il y a aucun épisode qui dépasse les 9, qui arrive aux 9 même. Nous avons Where No One Has Gone Before avec l'apparition du Traveler, du voyageur, qui a une moyenne de 8,3. Est-ce qu'est-ce qu'on fait, Cyril, on lit le synopsis ou pas? Oui, parce que moi-même, hein, quelquefois j'ai dû aller des voir fois, quel ouais. épisode c'était. Where No One Has Gone Before, donc pour rappel, lorsqu'une modification expérimentale du moteur jette l'Enterprise aux confins de l'univers connu, l'équipage doit compter sur un mystérieux extraterrestre pour guider le vaisseau jusqu'à la maison. Donc c'est le fameux épisode où arrive le voyageur. Comment il s'appelle en français? Oui, le voyageur. Le voyageur, c'est ça, en anglais. qui semble montrer beaucoup d'intérêt envers le jeune Crusher, en nous expliquant qu'il y aura sûrement quelque chose d'intéressant avec ce personnage plus tard. Et voilà, c'est un épisode pur SF. Qu'est-ce qui se passe si on va de l'autre côté de l'univers? Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est sans être de la hard SF, c'est vraiment de la SF pure et dure, je trouve. Puis il y a un côté prophétique dans l'épisode qui est vachement intéressant, de la prophétique sur l'avenir de Wesley, et puis sur l'avenir de la Fédération. Prophétique qu'on verra dans un autre épisode où Q donne des pouvoirs insensés à Riker, et il lui explique que l'humanité, elle sera toujours là parce qu'elle est toujours surprenante, quoi. Ouais. Et le Traveler confirme que comment son peuple des voyageurs commence à s'intéresser aux humains parce que il commence à être intéressant à voir. J'aurais dû peut-être faire dans l'ordre des notes. Bon, on s'en fiche un peu. Donc, Where No One Has Gone Before a une note de 8,3 sur 10. Ensuite vient un épisode dont j'ai beaucoup de difficultés à dire le nom, 11001001, qui s'appelle... il s'appelle comme ça en français aussi, avec l'apparition des binars dont on a parlé dans l'épisode où l'on parle des espèces. Alors je sais plus si c'est le premier, le deuxième ou le troisième, probablement le premier vu que c'est Binar. Alors qu'un groupe d'aliens technologiquement avancés monte à bord de l'Enterprise pour mettre à jour les systèmes informatiques du navire, Riker découvre à quel point un personnage de holodeck peut être réel. Avec Minuet, et qui rappelle un peu le film Simone avec Al Pacino. Ouais, alors après, moi, c'est pas un épisode qui est mémorable. Mémorable parce que j'ai vu les binars. Non, les binars sont chiants. Enfin, tout est chiant dans l'épisode. Le seul intérêt, c'est de voir la coursive, enfin, de voir la station. Et puis, il y avait un intérêt technique, je vous en parle si vous voulez savoir, mais le plan où l'Enterprise arrive dans le spatiodoc, c'est repris du film Star Trek 1. Et du coup, ils ont galéré. Le mec, il explique qu'il a pleuré nuit et jour parce que l'Enterprise modèle A passait tout juste les portes. Et donc, le Galaxy, qui est genre 3 fois plus gros, il devait pas passer en théorie. Il a essayé de trouver une solution pour que ça passe sans que les gens s'en rendent compte, en disant voilà, les fans de Star Trek ils sont un peu hardcore. Donc, s'ils se remarquent que c'est la même base, donc ils ont dû changer un peu d'angle, 2-3 trucs pour que ça passe. Nickel. Pour ma part, c'est pas du tout un épisode que je retiens. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu surprenant cette découverte de l'holodeck, un peu plus poussée que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Mais voilà, faut savoir. Donc l'épisode, il a été noté en moyenne 7,86 sur 10 parce que les notes sont très comment on dit, elles sont très étendues. C'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qui sont vraiment basses et d'autres qui sont vraiment très hautes. Et je saurais pas trop expliquer pourquoi. Peut-être le potentiel du holodeck, peut-être oui, comme tu dis, les visions extérieures. Voilà. Le meilleur épisode de la saison 1, selon les votes, The Big Good Boy, dans lequel le capitaine Picard le capitaine Picard et une partie de l'équipage de l'Enterprise sont bloqués sur le holodeck alors qu'ils se dirigent vers une importante mission diplomatique. C'est le premier épisode holodeck pur et dur dans lequel on découvre le personnage de Dixon Hill et il est noté 8,44 sur 10. Petit épisode sympa. Ouais.
Oui, voilà, C'est une chouette histoire. C'est pas fou. Ouais, voilà. Je suis très surpris de pas voir dans cette première saison d'épisode Q dans les meilleures notes. Oui. Alors, l'épisode pilote, Encounter à Farpoint, je suis pas surpris qu'il soit pas super bien noté parce qu'il était quand même, il est particulier, on va dire. Je pense que tu vois, maintenant que j'ai vu la série entière, quand je le revois, je l'apprécie un peu plus. Mais sur le coup, moi, quand je suis arrivé dans Star Trek, dans TNG, et que je vois cet épisode, je me suis dit, mince, j'ai payé 90 balles mon coffret DVD, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et, et c'est plus tard, surtout quand on enchaîne avec Naked Time, et qui est une horreur absolue, pour moi, le pire épisode de la série. Mais bon. Après, Ouais. moi, si j'avais 3 à mettre dans mon top pour la saison 1, ce serait Conspiracy en 3. Bon, hormis le fait qu'il est moche, c'était intéressant de voir un vrai méchant dans Star Trek pour une fois. Ouais. Ça, c'était intéressant. Qui deviendra les Borg, qui aurait dû être les Borg là. Il est assez bien noté, d'ailleurs. Neutral Zone, qui est très intéressant pour moi parce que ça plonge dans le lore. Ouais. Et les vaisseaux romuliens sont juste magnifiques. Et puis il est stressant celui-là. Puis il y a un petit Lucat là derrière les traits cardassiens. Marc Alamo qui joue un des cardassiens. Marc Alamo que j'ai revu récemment, j'ai découvert Total Recall. L'original avec Schwarzenegger, il joue dedans. Et je dis, oh, c'est génial. Et Capital Sympathie pour le méchant qui est multiplié par 10 d'un coup, sans raison. Enfin, et bref, puis Datalore, qui était intéressant Datalore aussi. Qui était chouette. La place de Data dans la série, quoi. Je trouve que Datalore arrive un peu tôt dans la série, mais je m'attendais à chaque fois, quand je me refais une petite intégrale, à chaque fois je suis, bon maintenant je le suis plus, mais à chaque fois je suis surpris de voir Lore apparaître aussi tôt. Je l'aurais fait venir au 2e, 3e saison. Bref, saison numéro 2. Est-ce que j'ai dit la moyenne de The Big Good Boy? 8,44 sur 10. Ouais. Donc voilà, rien de transcendant dans cette première saison. Nous attaquons la saison 2 avec là des notes absolument incroyables. Premier épisode, Elementary Dear Data, élémentaire mon cher Data, avec une note de 8,2 sur 10. L'Enterprise est menacée lorsqu'un personnage de la simulation de Data et la Forge dans le holodeck devient sensible. C'est donc l'apparition de Moriarty. Bon, un épisode... un peu bouteille, quoi. Voilà, je pense qu'il est bien noté parce que il est fun à regarder. Il n'y a pas, voilà, c'est pas un épisode SF, c'est pas un épisode philo sociaux. C'est un épisode fun. Voilà, il y a une nouvelle forme de vie qui émerge, qu'on verra après beaucoup plus développée dans Voyager. Mais qui est fort intéressant par contre, je pense qu'il a un capital sympathie cet épisode pour nous français, parce que l'acteur qui joue Moriarty, c'est l'acteur qui joue Niles dans Une Nounou d'Enfer. Et vu que ça a été une série qui a été multidiffusée en France, je pense que c'est surtout pour ça qu'il est si bien noté. C'est très fun, et à chaque fois que je le regarde, j'appelle mon épouse, elle me dit « Oh, Niles !» Voilà. Mais c'est ça, je pense qu'il est noté à cause de ça, quoi. Et par contre, c'est là que tu vois le talent de l'acteur, c'est que on reconnaissait très évidemment, mais on oublie Niles. Hein. Là où, par contre, tu vois, flûte, j'ai oublié comment il s'appelle, Neil Patrick Harris. Moi, quels que soient les films dans lesquels je le vois ou les séries, je retrouve Barney Stinson. À part dans Starship Troopers, bref, qui arrive. Dans American Horror Story aussi. Ben, je ressens un peu quand même. Moi, c'est peut-être moi qui me. C'est peut-être parce que du coup, je suis bloqué là-dessus. Mais... Moi, pour une fois, j'ai pas reconnu que tu jouais son rôle de sitcom là dans American Horror Story. Il faisait pas je regarderai un jour à nouveau, mais on verra. Bon. Épisode numéro 2. T'avais quelque chose à dire de plus sur Elementary? Non. J'ai pas envie de dire des choses. Deuxième épisode avec une note de 9, pile, 9 sur 10. Et alors il est noté 9 sur 10 chez la communauté francophone de Star Trek et chez Ultime Frontière. Q-Woo. Pardon, c'est nul partout. Q lance l'Enterprise dans un espace inexploré où il rencontre... ça y est, j'ai cliqué à côté. Où il rencontre est engagé par un dangereux vaisseau extraterrestre d'une espèce jusqu'alors inconnue, les Borg. Lorsque le vaisseau submerge instantanément et sans effort l'Enterprise, Picard se rend compte que la Fédération n'est peut-être pas aussi prête pour l'avenir qu'il le pensait.
Bah, très intéressant comme Ces épisode, approches c'est le sont début dingues. des Borg. La seule Ouais. chose que je peux reprocher à l'épisode, hormis le fait que pour une fois ils te font voir que la Fédération n'est pas toute puissante, capable de vaincre tout ce qui se passe, il y a des morts en nombre en plus dans cet épisode. Seul bémol qui tient pas pour moi, c'est le pub de Guinan est là depuis l'Enterprise B, donc ça fait 70 piges qu'il est dans le coin. Pourquoi ils n'ont pas averti la Fédération? Parce qu'ils en font pas partie, c'est un peu des clochards de l'espace, hein, le peuple de Guinan. Hein. Ouais, Pas bah, c'est des oublier. réfugiés. Pourquoi vous êtes réfugiés? Oh, bah, il y a une espèce super balèze qui va venir vous envahir dans 70 ans. Préparez-vous. Oh, bah, ça nous intéresse. Venez, prenez un café, on en discute. Voilà, Bah non, écoute, mais. non mais ce sont un peuple de sages, c'est de la fascination-rétention, Chacun sa c'est-à-dire merde, ouais, ils ne vont ouais. pas tout nous dire. Moi je trouve ça normal. Mais bon voilà, un épisode qui je pense a totalement sa place. Alors tu vois tout à l'heure tu parlais de Conspiracy, autant Conspiracy est pesant, autant QU est super lourd et tu sens la peur des personnages, tu sens l'ambiance, il est très très bien réalisé je trouve cet épisode. Oui, excellent. Il est flippant. Et on se doute pas de où est-ce que ça va déboucher, tu vois. Ouais, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils vont, quoi? C'est tout à fait vrai. Et pourquoi Q les expose à une telle menace si vite, quoi, tu vois. Non, mais c'est bien, Et il puis a pareil, bien fait. il y a un truc du lore qu'on nous raconte pas, mais c'est pourquoi Q a peur de Guinan. On sait pas. Q, Guinan connaît Q, et Q, plus tard, on verra plusieurs fois qu'il a peur de Guinan. Ouais. Et ça nous a jamais expliqué. Et c'est bien. Bah non, j'aime bien, moi, quand il y a des explications de choses. Toi, t'es du genre à avoir aimé Dragon Rouge. Troisième et meilleur épisode selon les votes de la saison 2 de Star Trek TNG, The Measure of a Man, noté 9,94 sur 10, parce que la communauté francophone l'a noté 10,27 sur 10. Parce qu'il y a une option qui permet d'exceptionnellement mettre la note de 11 sur 10. Bref, Picard doit prouver que Data est légalement un être sensible, ayant des droits et des libertés en vertu de la loi de la Fédération lorsque les ordres de transfert exigent la réaffectation de Data pour études et démontage. Question. C'est un très chouette. Elle a été donnée avant ou après Picard? Non, je pense que les gens qui l'ont noté l'ont vu avant de voir Picard. D'accord, parce que c'est l'épisode qui fait Il y a peut-être un ou deux épisodes, un ou deux votes qui ont été donnés après, mais je doute. Parce que c'est l'épisode dont part la série Picard, quoi. C'est voilà, tout à fait. Et c'est un épisode assez exceptionnel, hein, vraiment. Voilà, là on a du pur Star Trek. Qu'est-ce qui fait qu'un être est sensible? Qu'est-ce qui fait qu'un être est sentient? Voilà. Et puis, pardon, un épisode où il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, quoi. C'est vraiment que de la parlotte, que du théâtre. Hein. Ouais. Donc c'est du débat d'idées, c'est de l'enrichissement. C'est intéressant pour ça et on s'ennuie pas. Ouais. On passe sur la troisième saison. Allez. Troisième saison. Yesterdays. En enquêtant sur une faille temporelle, l'Enterprise rencontre un fantôme de son propre passé, l'USS Enterprise C, qui voyage 22 ans dans le futur et change le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire étant modifié, Tasha Yar vit toujours. Et oui, bon retour. Et la Fédération perd une guerre de plusieurs décennies avec l'Empire Klingon. Donc c'est le retour de Tasha Yar et cet épisode est noté 8,83. Bah, très bon épisode. Voilà, c'est si on aime bien les vaisseaux qui font la bagarre. Voilà, et un peu si on aime bien pleurer parce que Tasha Yar, voilà, elle meurt quand même à la fin. La pauvre, elle revient pour mourir. Et c'est un chouette épisode, voilà, qui donne un peu de larmes aux yeux. Et puis qui va donner un lore plus tard à tout ce qui va se passer après avec les Romuliens et la Next Gen et sur Star Trek Online pour ceux que ça intéresse. D'accord. Ça m'étonne pas, tiens, tu vois, que Star Trek Online ait repris ça. Épisode Who Watch the Watchers. L'Enterprise doit réparer les dégâts lorsqu'une civilisation primitive découvre une équipe d'observation de la Fédération et conclut que le personnel de Starfleet est un dieu. Noté 9,36. Celui-là, je l'ai revu du coup parce que je n'avais aucun souvenir. Il est bien, mais je l'ai pas trouvé absolument incroyable. Oui, c'est un épisode des conséquences de la prime directive, quoi, comme voilà. Ça doit.
j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais ça doit être un des premiers qui parle de ça, parce que pour qu'il soit noté aussi bien. Bah, en fait, et c'est surtout intéressant parce qu'on nous fait voir des proto-romuliens, comme ils l'appellent. Ouais. Comme ils appellent ça, là, des proto-romuliens. Ouais. Et c'est intéressant de se dire, bah ouais, effectivement, ils ont dû se poser sur 2-3 planètes avant de fonder Romulus. Et d'autres ont voulu vivre une autre vie. Donc, et c'est pareil, quoi. Qu'est-ce qui fait que t'es avancé ou considéré comme un dieu? Ouais. Bref. Mais sans plus, quoi, on est d'accord. On aura dans Deep Space Nine le Cisco, mais dans cet épisode, on a le Picard. Le Picard. Et meilleur épisode de la saison 2 selon les votes, The Offspring, noté 9,4. Data a réussi à créer un nouvel androïde qu'il considère comme son enfant. Cependant, l'ampleur de son accomplissement attire rapidement l'attention de Starfleet qui veut séparer l'enfant de Data et de l'Enterprise pour l'étudier. Les choses se compliquent encore plus lorsque l'enfant commence à se développer au-delà des capacités de Data. Un de mes épisodes favoris personnellement, surtout depuis que je suis papa. Voilà. Je sais pas ce que tu en as pensé, moi j'aime beaucoup cet épisode. Moi je trouve que c'est un épisode un peu maladroit, mais qui va aussi servir de base pour Star Trek Picard. Du coup il remonte un peu dans mon estime. Mais effectivement je trouve que tout va trop vite dans cet épisode. Et que on n'approfondit pas. Ça aurait peut-être mérité un double épisode. Ouais, je pense. Tu rajoutais un personnage ou une intrigue, une sous-intrigue, et tu avais un double épisode facilement. C'est vrai. Mais c'est beau, et puis cette fin, oh là là. On passe à la saison 4. C'est là qu'on va un peu discuter, je pense. Saison 4, Best of Both Worlds, noté 9,44. Les Borg commencent une invasion de l'espace de la Fédération beaucoup plus tôt que prévu. L'Enterprise étant incapable de les effacer, les Borg capturent le Picard et le transforment en l'un des leurs. Noté 10,1 sur la CFST. Bon bah voilà, on a déjà parlé un million de fois de cet épisode pour dire à quel point il fait partie d'un des points culminants de la saga. Ça lance DS9, ça lance la série de films First Contact, ça lance du coup Enterprise. Bref, c'est un. Et puis toute la partie de Voyager quand ils sont en territoire Borg, quoi. Enfin, voilà, cet épisode, il avait choqué en son temps, il avait. Voilà. C'est tellement bien qu'on n'en a plus rien à dire, tellement on en a dit de choses. Mais, alors, oui, mais bon, tu vois. C'est pas philosophiquement parlant, je vois pas. À part le héros passé à l'ennemi, qu'il va falloir reconvertir, tout ça. C'est pas fou. Comme tu dis, ce qu'il y a d'intéressant, moi je me dis, ça aurait pu être de faire partir Stewart pour le faire remplacer par Riker. Ça aurait pu être sympa. Il y a un épisode plus tard où ça se passe, là, il rencontre plein d'Enterprise parallèles. Ça fait partie des épisodes et on voit une des conséquences de ce qui aurait pu arriver si Locutus avait gagné. La seule chose que je reproche. Non, mais sans faire gagner Locutus, tu fais mourir Locutus ou tu le fais partir et il reviendra plus tard, Picard, Locutus. Mais par contre, tu as Jonathan Frakes en capitaine. Ah, bon, ouais, ça pourrait le faire cool. Après. Ouais, ça aurait été cool. Après, moi, la seule chose où je mets un bémol sur cet épisode, mais c'est que peut-être que les contraintes techniques de l'époque n'ont pas pu le faire, c'est qu'on voit pas assez de mouvements de bataille spatiale, quoi. On voit la bataille de War 359. Ouais, vite fait. Voilà, vite fait. On en voit un peu plus dans DS9, mais... c'est comme ça. On aurait pu mieux faire, quoi. Par contre, là où l'épisode prend toute sa saveur, c'est dans l'épisode directement suivant qui a été voté à 8,78 seulement pour moi. Family. Le capitaine Picard prend congé sur Terre et rend visite à sa famille tout en se remettant de son assimilation par les Borg. Les parents humains de Worf rendent visite à l'Enterprise et l'aident à faire face à sa déconvenue. Un épisode très émouvant et très beau qui parle du traumatisme de guerre et voilà. Si vous regardez Family et que vous regardez Rambo, vous savez ce que ça peut provoquer la guerre sur les êtres sensibles que nous sommes. J'aime énormément Family. Voilà. Ouais, moi j'aime bien aussi, mais... Oh, ça va, vite. Ouais, dès que c'est émotionnant, ça m'intéresse moins, je suis très Vulcain. C'est vrai. Ah, oui. Vulcain ou connard? Vulcain connard. Ah voilà. Spécialité de Vulcania du Sud. Vulcain connard.
Alors, l'épisode qui gagne face à Best of Bossworld et face à Family, à ma surprise, c'est l'épisode First Contact, premier contact. Une blessure subie par le commandant Riker lors d'une mission de reconnaissance menace les perspectives d'un premier contact avec une culture au bord du voyage de distorsion. 975, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est la communauté, Ultime Frontier, pardon, qui a mieux voté pour Premier Contact que pour Best of Bossworld, et du coup, Premier Contact passe devant. Je sais pas pourquoi, il est bien. Il est bien, mais enfin, il est bien. En fait, c'est un épisode qui me pose un problème. J'ai rarement des cas de conscience parce que j'en ai pas, je l'ai vendu sur eBay. Mais c'est un épisode que tu peux plus regarder aujourd'hui avec la connaissance que tu as de tout ce qui peut être crime sexuel ou violence sexuelle. Parce que Riker subit un rapport sexuel forcé dans l'épisode. Hein. Ouais. Et je me suis dit, merde, à l'époque, ça m'avait pas. Et aujourd'hui, c'est pas que ça me choque, genre, je vais mettre des pancartes, mais je me suis dit, merde, c'est pas cool ça. Ouais, mais c'est comme Troy, alors je me souviens plus le nom de Oui, il y a l'épisode, un épisode où elle est violée, il y a plein d'épisodes d'ailleurs où elle est violée mentalement, où elle est violée par une entité de l'espace, elle donne un enfant, machin. Ça a été pas vu pareil. Après, c'était un recours scénaristique qui permettait de faire des choses, mais c'était pas... Voilà, c'est vrai qu'on est un peu plus là où sensible aujourd'hui, ça serait plutôt le centre d'un épisode, quand même. Mais d'un autre côté, tu vois, moi ça m'a choqué. D'un autre côté, cette semaine, je crois que c'est dans Télérama que j'ai vu ça, ou dans Libération, sur l'épisode de Discovery qui est sorti aujourd'hui, c'était Révolution pour une fois, un personnage transgenre et non binaire dans une série télé. Et j'étais là, mais ils ont vu ça où? Ils ont vu ça où? Où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Et c'est pas du tout le sujet, quoi. Enfin, on sait pas s'il est transsexuel, le personnage. 2, il semblait être avec un homme en plus dans le personnage. Et 3, on s'en fout. C'est pas la question du personnage, c'est pas son combat d'identité sexuelle qui est mis en place dans la série Discovery, quoi. C'est sa place en tant qu'hôte. C'est un des... Et c'est là l'un des trucs, c'est que autant aujourd'hui on a une conscience des choses, autant il faut aussi donner sa place aux choses qui existent, quoi, tu vois. Et bref, c'est mon petit coup de gueule de la semaine. J'ai pas vu l'épisode, mais je sais que c'est souvent un problème de Discovery, c'est qu'on fait des annonces sur des choses, mais qu'en fait ça n'a pas d'intérêt scénaristique. Saison 1, ouais, il y aura des robots, ouais, il y aura plus d'extraterrestres, ouais, il y aura des homosexuels, hein, quoi, c'est pas un argument. C'est tout à fait normal en fait, ça devrait pas être un argument marketing. Ouais, non, mais bon, c'est comme ça. On attaque la saison 5. Alors la saison 5, je préviens. Il y a du vote là. Hein. Là, ça... Hein. Bon, voilà. Inner Light, la lumière intérieure. 958, un de mes épisodes favoris. Une sonde extraterrestre contrôle et désactive le capitaine Picard, qui se réveille sous le nom de Kamin, un habitant de la planète Catan. Pendant que l'équipage de l'Enterprise tente de contrer l'influence de la sonde, Kamin vit les dernières décennies de sa vie sur sa planète natale en l'espace d'une vingtaine de minutes, sous la forme d'une simulation d'ancêtres interactive. Magnifique épisode, à nouveau larmoyant, désolé Cyril. Non mais c'est un épisode que j'aime beaucoup, mais je me pose beaucoup de questions des fois sur pourquoi est-ce que tu aimes un épisode. Moi ? Et je pense, moi ou les gens. Ah oui, non, d'accord. je pense que cet épisode a regagné ses lettres de noblesse à cause de la musique. Ah là là. Qui est très bonne et qui a servi à beaucoup de supports de tribute to Star Trek, d'anniversaire à Star Trek. Et je pense qu'il y a un côté émotionnel dans la musique qui nous pousse. On se la met en fond. Dans les... Non, c'est dans le montage. Après un doigt de whisky. Du coup, qui pousse les gens à aimer cet épisode. Alors, bien sûr, il y a l'interprétation de Patrick Stewart qui est juste énorme là-dedans, quoi, qui fait que ça porte. Mais en fait, l'épisode est pas si bon en lui-même. Si. Alors, il y a un concept SF de ouf, vivre une vie entière en 20 minutes. Donc déjà, de science-fictionnellement parlant, c'est génial. Et il y a un concept de social de comment est-ce qu'on vit les derniers instants d'une civilisation entière sur une planète qui meurt suite à des catastrophes géologiques. Géologiques ?
Ouais, il y a des problèmes de tremblement de terre tout le temps. Bref, voilà. Et moi, je trouve que c'est un épisode qui me fait... voilà, je vois la fin de l'humanité dedans. Je vois pourquoi est-ce qu'on fait quand même des enfants. Dans cet épisode, il y a des enfants qui vont mourir et ils naissent quand même, ils ont le droit de vivre quand même avant ça. Il y a une réflexion, c'est un épisode que je trouve magnifique. Et pour le coup, bah, tiens, tu parlais de fil rouge, machin, la flûte revient tout le temps. Tout le temps. Pas tout le temps, mais souvent. Elle revient même dans le film Nemesis, hein, je crois. Oui. À la fin. Non, bref, c'est un... ouais, c'est un... Tu vois, c'est la première fois que j'entends cet angle de vue sur l'épisode. Mais je pense que cet épisode aussi reflète les traits de caractère de chacun. Oui. Moi, je vois des gens qui se laissent mourir, tu vois. Bah, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils arrivent à envoyer une sonde spatiale, ils peuvent pas envoyer un vaisseau. Mais qu'est-ce que t'en fais du vaisseau? Il te faut de l'air, il te faut un point de destination. Enfin, c'est plus complexe que ça. Tu peux pas. Là, si demain tout s'accélérait et qu'on mourrait tous, on n'enverrait pas de vaisseau parce que où est-ce qu'on l'enverrait? On l'enverrait à la mort. Pour faire simple, je vous conseille la lecture d'une petite nouvelle d'un auteur chinois qui est publié par Actes Sud. Ça s'appelle Terre errante et c'est Liu Xinxin qui écrit ça. Je le mettrai peut-être dans le descriptif. C'est exactement la problématique que tu poses et il trouve une solution qui est très surprenante. Où on peut sauver tout le monde. La fin va vous surprendre. Et en fait, déplacer la planète. Ah oui. Sur 2-3 générations, il déplace la planète. Et c'est très intéressant. D'accord. Deuxième épisode, noté 9,59. Borg, Lou le Borg, en français. J'ai jamais compris cette traduction. La découverte d'un adolescent Borg blessé fait remonter à la surface la rancune de Picard et de Guinan pour ce que le collectif Borg leur a fait. Les choses se compliquent lorsque les plans visant à utiliser le jeune Borg pour détruire son peuple sont interrompus lorsqu'on découvre que Borg est devenu un individu. Là, lui, je comprends sa note. Assez élevé. C'est à nouveau un épisode qui parle de qu'est-ce qui fait qu'on est un individu. Quelles sont nos chances de survie face à quelqu'un qui nous déteste. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de vivre. Pourquoi est-ce qu'il... Voilà, c'est... Oui, bon épisode. Un peu pathos à certains moments, mais... ouais, sur la fin, même. Ouais. Et puis pareil, toujours... Moi, il y a toujours ce problème de Guinan, quoi. Putain, tu sais des choses, quoi. Pourquoi t'es pas un épisode qui permet de mettre en avant Geordi Laforge, qui est utilisé rarement au final. Et je réfléchis, mais en fait, là, quand je pense à Laforge, il y a 3 épisodes qui me viennent en tête. Il y a celui-ci, Borg. Il y a celui où il va, où une sonde, son viseur lui fait croire qu'une sonde est sa mère et qu'elle est en train de mourir et qu'il doit la sauver, alors qu'en fait, elle est morte il y a une dizaine d'années déjà, sans que personne ne le sache. Et un épisode où il tombe amoureux d'un personnage du holodeck et puis il rencontre la véritable personne et puis il y a un quiproquo, un quiproquo. Et je trouve que c'est un personnage qui a été trop peu exploité. Mais pour info, c'est un personnage, on en parlait tout à l'heure, là, Geordi Laforge, qui aurait dû être exploité très vite dès la saison 1 à cause d'une scène qui a été tournée, qui n'a jamais été diffusée, où avec Data, ils se rendaient compte qu'ils avaient plus de points communs qu'autre chose. Data avait un cerveau positronique et lui avait des yeux pas biologiques, donc aussi améliorés par la technologie. Je cherchais un mot, mais j'ai oublié. Et du coup, il fait une blague, Geordi Laforge, il dit à Data, on n'a qu'à être un groupe, on peut s'appeler The Perceptors. On perçoit les choses différemment. Et LeVar Burton explique que s'ils avaient gardé ça sur le premier épisode, son personnage aurait été plus vite développé sur les autres séries. Ouais. Notamment que son personnage est à la base pilote sur l'Enterprise. Oui. Il est pilote, il n'est pas du tout chef de l'ingénierie, c'est un autre type qui disparaît assez rapidement. Un gros barbu, genre on va remplacer Montgomery Scott par un autre gros barbu. La subtilité. Ouais, non, mais bon, bref. Non, après, par contre, Laforge en chef de l'ingénierie, je trouve que ça marche très bien. Mais c'est vrai que, voilà, personnage qui manque de profondeur.
Heureusement, Lou le Borg ne manque pas de profondeur. Le troisième meilleur épisode de la saison 5 selon les votes, 9,65 pour le double épisode, Redemption. Picard équilibre ses devoirs envers la Fédération et les Klingons, alors que le nouveau chancelier Klingon Gowron est confronté à une guerre civile. Worf et son frère Kurn se battent pour regagner l'honneur de leur père. Très intéressant. Voilà, moi c'est un de mes meilleurs épisodes de la saison. Ouais, je le trouve très intéressant. Il y a de la bataille, il y a de la stratégie spatiale, il y a de la politique, il y a de la bagarre. Il y a même, dans mon souvenir, c'était pas si subtil que ça. Et quand je l'ai revu, en plus je crois que je l'ai revu hier celui-là. Tu vois, pour moi les Sordura c'était de méchants, quoi. Et en fait non, elles étaient beaucoup plus subtiles que ça. Elles deviennent moins bien exploitées dans Deep Space Nine et c'est dans Nemesis qu'elles réapparaissent, je crois. Non, dans Génération. Dans Génération, elles réapparaissent et là elles sont complètement. C'est dommage. Mais c'est vrai que le démarrage des Sordura c'était intéressant, ça faisait une nouvelle menace pas mal. Et puis elles sont, tu vois, c'est pas des méchants parce qu'on est méchants, quoi. C'est des méchants parce que on a un plan et puis les Romuliens ont un autre plan aussi, donc on essaye tous de doubler tout le monde, quoi. Voilà, intéressant. They have a plan. J'ai noté quand même 3 épisodes de plus dans cette saison 5. On va faire plus court dessus, mais il y a l'épisode d'Armok qui aura été noté 9, qui est un de mes épisodes favoris. Le fameux épisode de Picard and... Ah merde, ça y est, j'ai perdu la phrase. At Tanagra. Bref, le Picard et un mec se retrouvent sur une planète et ils ne se comprennent pas parce que le gars ne parle qu'avec des références du passé et ils doivent apprendre à communiquer s'ils veulent survivre. Ils parlent par image. Ouais, et c'est Picard and Jalad at Tanagra ou un truc comme ça. Bref, voilà, c'était un superbe épisode. Et l'acteur qui joue l'alien reviendra dans Khan, dans l'épisode, dans le film La colère de Khan, où il joue un amiral. Peut-être. Ouais, c'est celui qui. Spoil alerte, qui se suicide pour pas tuer Kirk. Juste en suivant le double épisode Unification qui voit le retour de Spock et de Leonard Nimoy dans le personnage de Spock. Épisode très sympa où Spock, on apprend qu'il va sur Romulus pour essayer de... Il y a un pigeon qui vient de me faire sursauter, il a foncé droit sur la fenêtre, hein. Il a pas tapé la fenêtre, il s'est envolé aux dernières secondes. J'ai eu très peur. Spock est donc chez les Romuliens pour essayer de les faire se calmer, hein. Vous allez vous calmer s'il vous plaît. Je sais pas trop ce qu'il essaye d'y faire, mais on y retrouve Spock, on y retrouve donc Leonard Nimoy, on y retrouve Tasha Yar, pas Tasha Yar mais sa fille, et bref, c'est un très 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 chouette épisode, très sympa. Et puis épisode hommage à Roddenberry qui était décédé peu de temps avant. Qui venait de décéder, oui, oula, pardon, honte à moi. Et suivi de la Société Modèle 9,25 dont je n'ai aucun souvenir. Je suis désolé. J'ai pas noté la synopsis, je me souviens pas. Je crois que c'est le truc où il y a que des clones là. D'accord. Il me semble. Bref, bon, pareil, il m'a pas laissé un souvenir bref, une saison 5 absolument incroyable avec des épisodes très très bons. Et vraiment, ça serait pas la première fois que j'entends dire que la saison 5 est probablement la plus intéressante de la série. Saison 6. Allons-y. La Flèche du Temps, le double épisode qui démarre la saison, noté 8,4, c'est pas grand-chose. Une équipe d'ingénieurs trouve des preuves d'une présence extraterrestre sur Terre au 19e siècle à San Francisco, la tête coupée de Data, enterrée il y a 500 ans. C'est un épisode chouette, fun. On y retrouve Mark Twain, on y retrouve Guinan dans le passé de la Terre. Voilà. Enfin, il est cool, quoi. Il y a un petit concept scientifique rigolo. Ouais, et puis bon, il y a ces 6 choses intéressantes pour ceux qui jouent à Star Trek Online. Les bad guys de l'épisode sont reliés à la guerre temporelle. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà. État d'esprit noté 9,13, très chouette épisode. Riker pense qu'il perd la tête quand la réalité change sans cesse entre un hôpital étranger et l'Enterprise où il répète
une pièce de théâtre. Rappelle un petit peu le film L'échelle de Jacob. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cet épisode, il est complètement foufou. Voilà. Je sais pas, tu l'as vu? C'est quoi l'échelle de Jacob déjà? L'échelle de Jacob, c'est un mec qui est fou et qu'on enferme dans un hôpital et qui voit des trucs mais absolument monstrueux, affreux, qu'il faut pas regarder la Ah nuit. oui, d'accord, oui, c'est pas dans Star Trek. Oui, effectivement, Non. l'échelle de Jacob. Non, non, c'est un film. Il y a un épisode qui s'appelle l'échelle de Jacob, je Ouais. me rappelle pas. En fait, c'est Jacob. Quelle version il doit turque monter, piratée as-tu acheté? il doit monter dans un tube de Jefferies, il monte une échelle et il s'appelle Jacob. Voilà. Voilà. Ça, c'était version turque, tu sais, Voilà. le DVD, acheté au marché. Starstruck. Allez. État d'esprit, rien à dire? Non. D'accord. Tapisserie, pareil. Aucun souvenir. 9,3. Après avoir été attaqué lors d'une mission à l'étranger, Picard meurt et rencontre Q. Si, ça y est, je m'en souviens. Et rencontre Q dans l'au-delà qui lui offre la chance de changer un moment crucial de son histoire et de prévenir les erreurs qu'il a commises dans sa jeunesse. On en a parlé dans une émission de Star Trek pour les nuls avec Matou qui émet des choses très intéressantes par rapport à cet épisode en expliquant que ce sont nos compétences, c'est un épisode qui prouve une fois de plus que ce sont nos compétences qui sont mises en avant dans l'univers de Star Trek et non pas nos capacités innées, c'est-à-dire que Picard a une chance de redémarrer à zéro sa vie et redémarrant à zéro il ne suit pas le même chemin et il n'acquiert pas les mêmes compétences et il se retrouve officier scientifique assez heureux mais il émet le désir de prendre la chaîne de commandement. Et là, Troy et Riker lui expliquent, écoutez, essayez, mais nous, on a peu d'espoir que vous y arrivez. Et en effet, il n'y arrive pas, il n'y parvient pas parce que il n'a jamais montré de capacité particulière. Et comme quoi, rien n'est inné, tout est acquis chez l'humain. Et c'est un épisode philosophique que je trouve très intéressant qui nous dit qu'est-ce que vous préférez faire? Est-ce que vous préférez être heureux ou penser que vous êtes heureux ou est-ce que vous préférez vous frustrer par moment pour atteindre une amélioration de soi-même assez incroyable. Alors expliquer comme ça fait un peu langage de boomer. Non mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce que voilà. Est-ce que tu choisis le confort ou est-ce que tu choisis le travail? C'est-à-dire que ouais, c'est un peu plus nuancé même encore que ça, mais ouais. Il n'y a pas de nuance chez moi. Non, mais parce que tu peux développer beaucoup de choses sans forcément le travail, mais est-ce que tu penses qu'il faut mieux... En fait, le point de changement, c'était il va à un rendez-vous avec une fille, je crois. Voilà, mais c'est un épisode if. C'est si j'avais fait d'autres choix, où est-ce que j'en serais quoi? Un épisode if. Alors tiens, ça me rappelle un peu l'histoire d'un des meilleurs amis de mon père. Qui est une personne alcoolique, très triste, qui a fait beaucoup de dépression dans sa vie, et qui raconte assez régulièrement la chance de sa vie. En fait, quand il était adolescent, il était coureur marathonien, un des meilleurs coureurs du Gers. Non, il n'était pas gersois, je sais plus d'où. Bref, un des meilleurs coureurs du sud-ouest, on va dire. Et il a eu une chance d'aller à une compétition qui aurait pu le propulser et lui lancer sa carrière de sportif, mais il a préféré aller à un rencard pour rencontrer une poule. Et ça s'est mal passé d'ailleurs. Et donc, il raconte souvent qu'il pense avoir raté sa vie parce qu'il a raté ce tournant. Tu vois, c'est fou comme on peut se bloquer sur des idées parfois. Et c'est terrible. Voilà. Oui. J'ai bien plombé l'ambiance. On enchaîne avec la dernière saison? Non, mais je suis en train de me servir mon pastis. Là, je t'écoute. Voilà, ben c'est ça. Tu peux trinquer avec lui. Épisode saison 7. Épisode parallèle. Noté 9,07. On en parlait au début tout à l'heure là. Après le seul passage que je trouve cool. Ah pardon, tu voulais dire le synopsis. Ouais. Après son retour d'un tournoi de Bassless, Worf est la seule personne qui remarque des changements subtils sur l'Enterprise. Le pire est la seule personne qui remarque des changements subtils sur l'Enterprise. Oui, très bon épisode. Mais c'est un bon épisode, c'est un if aussi. Voilà, si il était en couple avec Troy, qu'est-ce qui se serait passé? Parce qu'il vit plusieurs altérités possibles. Ouais, ce qui lui donne des idées pour la suite. Tout à fait.
Et en fait, ce que je trouve vachement décevant, c'est qu'il n'y ait pas plus d'Enterprise qui communiquent à la fin entre eux. On voit l'Enterprise qui a été défoncée par les Borg. On voit un autre Enterprise, l'Enterprise dans lequel est Worf. C'est un Enterprise qui a perdu son capitaine, justement, à cause des Borg aussi. Ouais. Bref, on aurait pu en voir plein, je sais pas moi, une dizaine, tu vois, ça aurait été dans Doctor Who, on aurait vu une dizaine, tu vois. Peut-être pas une saison entière, mais qui change qu'est-ce qui s'est passé dans le machin. Et bref, mais bon, bon épisode. Ouais, très chouette épisode et comme tu dis, qui pose les bases d'une relation à venir entre Worf et le conseiller Troy. Et tu vois, ça, je suis tellement triste à chaque fois quand je vois les films et quand je vois Deep Space Nine, ne pas voir Worf avec Troy, tu vois. J'aurais bien aimé qu'elle arrête avec son connard d'Imzadi là et qu'ils soient ensemble, ça aurait été chouette parce que là bref, pour info, c'est le seul roman à l'eau de rose que j'ai jamais lu de ma vie, c'est Star Trek Imzadi. Ouais, voilà. Je l'ai pas lu, à ce qui paraît il est bien, hein, mais il est bien, c'est un pavé hein, pour raconter un triangle amour. L'amour, ah ouais. On passe. Ah, j'hésite, tiens, parce que est-ce que je fais ouais, allez, l'épisode promotion Lower Decks, qui est noté 9,69. Un épisode excellent qu'on a traité dans Star Trek pour les nuls. Les officiers subalternes spéculent sur les raisons des récentes actions inhabituelles prises par l'équipe de commandement près de la frontière cardassienne. Waouh, super synopsis. Donc en gros, on se centre sur 4 jeunes aspirants et leur formation, notamment une Bajoran qui doit aller jouer les espionnes chez les Cardassiens. Et c'est un épisode que je trouve excellent sur les décisions difficiles que l'on doit prendre dans notre vie, le fait de est-ce qu'on peut faire des actes de foi sans connaître tous les tenants et aboutissants de notre acte. Voilà, c'est un très chouette épisode. J'aime beaucoup. Et puis, c'est surtout un épisode déjà sur les Lower Decks. On en a parlé aussi la dernière fois, Anna, qui m'a donné l'idée pour faire cet épisode, cette série animée Lower Deck. Un épisode intéressant aussi, parce qu'on revient sur la condition Bajoran et on a la saison 7 de Deep Space Nine, donc on va bientôt arriver sur la série, on est sur la saison 7 de TNG, pardon, et on va arriver sur DS9 bientôt, donc ça met les prémices. Un épisode intéressant aussi, parce que la Bajoran... Ça se chevauche, ça n'a pas été lancé à la saison 5, un truc comme ça ? Je crois, ouais. Pardon. Si. La Bajoran qui est envoyée dans cette mission là, à la fin, c'est une Bajoran qu'on avait déjà vue, qui était dans le carré des amis de Wesley Crusher à l'Académie, et qui font cette connerie avec l'aspirant qui n'est pas Paris, mais qui est l'acteur qui jouera à Paris. Et c'est un genre plus panique. C'est un épisode. Paris, quoi. Ouais, c'est un épisode que j'aime beaucoup. Et tu vois, ça aurait été sympa qu'ils prennent Paris, justement, qu'ils disent c'est Paris, c'est lui. Et voilà, et que dans Voyager, on retrouve ce personnage-là avec le nom qu'il avait dans l'épisode. Ouais. Et qui avait fait cette faute-là, quoi. Ouais. Et pas lui inventer un autre truc à la con. Le mec, il a fait des conneries qu'il va chercher, quoi. Surtout que ça fonctionne parce qu'on voit qu'ils ont quand même un avenir, puisque elle a réussi à intégrer l'équipage de l'Enterprise, qui est un peu, c'est compliqué d'intégrer, et on en parle, elle a un magnifique échange. D'ailleurs, c'est que ça, hein, cet épisode, ce n'est que des dialogues de 2 personnes, entre elle et Worf, elle et Picard, elle et ses potes, et c'est vraiment très, 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 très bien, quoi, très bon. Excellent, ouais. Et d'ailleurs, le fait de quelle est ma place, est-ce que je mérite vraiment une place ou le choix numéro 2, en fait, je suis choisi à la place du choix numéro 1, quoi. Je sais pas comment expliquer, je veux pas divulgacher cet épisode qui est magnifique. Oh, regarde-moi ce boomer qui lit Libération là, divulgaché. Ah non, mais oui, mais ça je le dis et je le crie et je le clame. Divulgaché, c'est l'avenir. Moi, bien. J'ai l'impression que tu mets un truc sur une génoise, quoi. Mais bon, bref, c'est pas. On va presque terminer la saison 7. Avec, je vais pas noter le meilleur épisode de la saison 7, je vais dire quel a été l'épisode le moins bon d'après les votes de la saison 7 et de la série Star Trek TNG entière, avec une note de 3,77. Il s'agit de l'épisode Sub Rosa, dont je n'ai aucun souvenir.
Alors, c'est un épisode très chiant autour de Beverly Crusher qui retrouve une maison de Ah. campagne. Voilà, avec Oh là ses là là propres- là 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 là. Oh là 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 Et là. en fait, l'épisode serait intéressant. Il est intéressant parce que quand tu. Enfin, il est pas intéressant. L'épisode est nul. Néanmoins, le lore de l'épisode est intéressant parce que quand tu vas sur les pages Wikipédia de cet épisode, on t'explique que l'entité, c'est une entité qui a affronté aussi un certain Montgomery Scott. Ouais, Il a été accusé une fois de meurtre d'une jeune femme sur une planète, et c'est la même entité qui avait tué la jeune femme, quoi. Alors, Ouais, pourquoi aller chercher un truc dans un lore super balèze pour en faire de la merde? J'ai jamais compris. C'est pour en faire une histoire d'amour de fantôme qui en plus était déjà l'amoureux de sa grand-mère. Enfin, c'est très 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 particulier. Hein. Et c'est un épisode qui est très très dur à regarder. En plus, il est long, quoi. Il est long, poussif. Il est pas très bien écrit. Enfin bref, c'est une catastrophe. Bref. Mais je tenais à le signaler parce que c'est le seul épisode à être noté en dessous de 4. Si je ne dis pas de bêtises, attends, je reparcours très rapidement. Et juste après, juste en dessous de lui, non, il y a le Tribun qui est noté 3,8. Celui-là, je m'en souviens pas non plus. Bref, l'épisode ultime de la saison 7, toutes les bonnes choses ont une fin, est noté 9,6. Picard apprend Picard apprend de Q qu'il sera la cause de l'anéantissement de l'humanité et entame un voyage à travers le temps, du présent, du passé, quand il a pris le commandement de l'Enterprise jusqu'à 25 ans dans le futur, dans le turfu. Bah, c'est ce qui va mettre la base des épisodes un peu temporels de Star Trek, ça. C'était des fins de saison temporelles, là. À part DS9 qui n'en fait pas. Voyager en fera un aussi. Ouais, excellent épisode. À lire aussi, le livre est excellent. Ouais. Et c'était pas mal, hein. C'est quand même un tour de force de retourner certaines scènes de l'époque. Bon, les acteurs ont pris un peu de poids et on vieillit, quoi, mais de retrouver tous les acteurs de l'époque, d'essayer de garder une cohérence, d'imaginer un autre futur possible. Non, et en plus, tu vois, c'est pas ce qui était intéressant, c'était un épisode un petit peu astuce. Voilà, quand tu finis une série, à la fin de la série, on te fait voir ce que sont devenus les gens 5, 10, 15 ans dans le futur. Là, t'as tout en un, quoi. Ouais. Ce que sont devenus les gens 10, 15 ans dans le futur, ça fait partie de l'épisode. Ouais. Et voilà, c'est intéressant. C'est la maladie aussi, la maladie de Picard, Data qui fait pas carrière à Starfleet finalement. Il y a plein de choses qui sont très intéressantes, quoi. Ouais. C'est pas mal. Bien. Bien, on a fini la liste des meilleurs épisodes de TNG d'après les votes. Ouais, d'après les votes. Je sais pas si les gens peuvent laisser des commentaires sur les podcasts, mais bien sûr. Donner leur classement. Alors sur le podcast lui-même, non, mais dans les commentaires, vous pouvez le faire sur le commentaire YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. N'hésitez pas à nous hashtaguer, non pas à nous hashtaguer, à nous hâter. Oh, le vieux qui parle. Tiens, on va les rappeler, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. CM Calejon pour toi et Rémi 2D pour moi. C'est très facile. Ouais, dites-nous si vous êtes d'accord avec ce top. Moi, tu semblais mettre quelques réserves. Voilà, moi j'en aurais changé 2-3 pour mettre Darmok plus en avant. Ouais. Après, c'est toujours intéressant de savoir combien d'hommes ont voté, quelle tranche d'âge a voté. Oui, alors les votes, ils sont, si vous voulez voir, allez sur les forums. Ouais, je regarderai pas parce que ça peut être aussi sociologiquement intéressant. Moi, j'aime beaucoup la sociologie. Ça peut être sympa. Et voilà. Ce que moi je trouve très intéressant, c'est que les deux forums desquels j'ai obtenu mes informations, donc la communauté francophone de Star Trek et Ultime Frontière, ont deux approches très très différentes. Et ce qui fait que, alors sur les épisodes où tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, donc voilà, les notes sont exceptionnelles. Mais il y a parfois des moments où tu vas voir sur la Ultime Frontière une moyenne de 4. Et sur la communauté francophone, une moyenne de 9. Tu vois, sur la première saison, Naked Time, il est noté 8, je sais plus combien, sur la CFST, et il est noté 3 sur la Ultime Frontière. C'est très intéressant. De générationnel qui se joue, voilà.
Et puis bon, Naked Time, c'est un épisode très hommage au passé, mais très mauvais, qui arrive trop tôt dans la série. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont pas. Mais je peux comprendre qu'on puisse l'adorer, quoi. Bref, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Merci beaucoup, Cyril. On se reparle bientôt. Tu as une idée de sujet ou pas pour la prochaine? On va faire la même chose sur DS9. Ouh là 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 là. Plein de choses à dire sur la prod. Putain, ça veut dire qu'il va falloir que je me retape toutes les moyennes. Allez. J'aime ça. Allez. Non, attends, parce que... Ouais, si, ok, ça marche. À très bientôt à toutes et à tous. Bonne journée, bonne soirée. Vivez longuement et prospèrement. Ciao, bonsoir. À tantôt.